Je tiens à remercier les organisateurs et organisatrices de me donner l'occasion de faire l'opportunité de faire cette présentation. Donc, je m'appelle Flavien, je travaille chez Sencrop. Aujourd'hui, je vais vous parler du temps qui fait et de la relation entre le calcul de performance et la culture de la patate. Donc, Sencrop, c'est une petite boîte au pays du petit pain au chocolat. J'espère que vous ne serez pas... vous n'allez pas me haïr à cause de ça. Donc, le siège est à Lille. Et le cœur de métier de Sencrop, c'est de fournir de la donnée météorologique au milieu agricole. Donc, on a commencé avec des stations de mesure de variables météorologiques. Donc là, vous avez sur les deux images deux exemples de nos stations. À gauche, ça s'appelle une rain crop. Donc, ça fait de la collecte de pluie, de la mesure de température et de la mesure d'hygrométrie. Et puis à droite, je pense que vous l'avez deviné, ça fait de la mesure de vitesse de vent et de sa direction. Voilà. Donc je vous ai dressé une liste un petit peu à la Prévert des variables météorologiques qu'on mesure. Donc certaines sont donc mesurées et d'autres sont calculées, comme le point de rosée ou la température humide. Et donc ces variables météorologiques sont ensuite transmises par l'intermédiaire d'un réseau qui s'appelle Sigfox. Donc ces stations, elles sont connectées à ce réseau qui va transmettre les données que nous, on collecte et ensuite qu'on fournit au reste de nos clients, donc à la fois des agriculteurs, des agricultrices ou des chambres d'agriculture par l'intermédiaire d'une app mobile et web. Voilà. Donc Sencrop, c'est le plus grand réseau d'agrométéorologie en Europe. Il y a actuellement à peu près 35 000 stations qui sont déployées partout en Europe. Donc tous les points que vous voyez avec des différentes de couleurs, c'est en fonction de la densité de stations. Donc on couvre toutes les régions agricoles de France, ainsi que le Benelux. Et on s'est également étendu en Allemagne, en Europe centrale, en Hongrie, et puis au nord jusqu'à l'Irlande, que j'ai coupé là d'ailleurs, ils ne doivent pas m'aimer, et l'Espagne et l'Italie. Voilà. Donc moi, vous avez peut-être vu sur le premier transparent, je suis responsable de l'équipe de gestion des données. Et donc, comme la période est un peu à la formule militaire, on réarme à tout bout de champ, et ben, je me suis dit que j'allais nommer ma présentation « Collecter, analyser et servir ». Donc c'est ce que fait en fait notre équipe. Et donc ça sera les 3 points que je vais vous présenter avec comme idée derrière, vous indiquer les contraintes soit produits, soit humaines, soit technologiques qui ont amené à l'infrastructure qu'on a mise en place pour récolter, analyser et servir les données météorologiques. Alors, je vais donc commencer par collecter. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs que ça soit un vrai mot français, collecter des données. Je pense que j'ai fait une traduction directe de l'anglais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire collecter? Ça veut dire en fait récupérer les trames brutes de nos stations. Donc, trame, c'est un signal. Nos stations envoient une mesure à peu près toutes les 15 minutes. Une des spécificités de notre système actuel, qui est lié aussi aux capacités du réseau, c'est que les trames qui sont envoyées sont limitées. Et donc, on a besoin aussi de les transformer et d'enrichir les données qui sont transmises. Quand je vous disais que les trames sont toutes petites, une trame, un signal envoyé, c'est 12 octets. Donc ça veut dire que par exemple, lorsqu'on envoie une mesure, on ne peut pas envoyer en même temps les coordonnées GPS de la station. Voilà. La deuxième contrainte que nous imposait le système, c'est qu'un client peut potentiellement demander 6 mois de données horaires. Donc il faut imaginer, on génère 4 trames de données par heure. Et puis, il faut qu'on envoie à un moment 6 mois de données à la personne qui en a besoin parce qu'elle veut faire de l'irrigation ou faire une comparaison aux années précédentes ou je ne sais quoi. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est opérer des agrégations temporelles le plus tôt possible dans la chaîne de traitement des données. L'autre élément, c'est que les trames arrivent parfois dans le désordre. Donc, ce qui peut se passer, c'est que la station émet une trame et puis 15 minutes après, elle en émet une autre, mais il se trouve que le réseau il est tombé entre les deux. Et puis quand le réseau redémarre, et ben en fait, le réseau Sigfox va renvoyer la dernière trame avant celle d'avant. Et donc, il faut qu'on puisse être capable de traiter les trames dans le désordre. Et puis le dernier point,
Je vais vous le présenter par une anecdote. En fait, on a besoin de temps en temps de régénérer tout un tas de données, donc pas seulement quand on les reçoit, mais en fait de les stocker et de pouvoir les retraiter après. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait un client qui s'est plaint, qui ne comprenait pas. Il lui manquait systématiquement des données entre 23h55 et minuit. En fait, on avait introduit un bug dans le code et on virait toutes les trames qui arrivaient entre 23h55 et minuit. Et donc, on a dû donc corriger premièrement le bug et puis ensuite retraiter toutes les données qu'on n'avait pas traitées correctement pour pouvoir renvoyer les bonnes agrégations temporelles. Alors, comment on a fait ça ? Là, je vais mettre plein de gros mots. Donc, on a à peu près 10 millions de mesures par jour. Comment ça marche ? Donc, nos stations, elles émettent des signaux qui sont récupérés par le réseau qui s'appelle Sigfox, donc, qui va envoyer sur un endpoint les données. Sorte de petit lion, là, c'est pour dire que c'est du Nest, donc c'est du TypeScript, pour ceux qui connaissent. Et puis, ça va balancer tout ça dans un truc qui s'appelle Kafka, des topics Kafka. Alors, en fait, l'idée de Kafka, c'est que ça peut récupérer, donc il y a très très peu de latence, c'est extrêmement rapide. Ça distribue les données sur tout un tas de travailleurs, de workers, pour un cluster, et puis ça conserve les données. En fait, l'intérêt, donc pour nous, la faible latence, c'est important. Le fait de distribuer, c'est important aussi parce que ça nous permet de croître. Donc on est passé de quelques milliers de stations à 35 000 stations en 2 ans. Donc il faut être capable de faire grossir notre système assez facilement, horizontalement. Et puis aussi, ça a le bon goût de séparer la partie récupération des données brutes de la partie traitement après. Ça ne nous arrive pas très très souvent, mais ça nous arrive que les clusters de processing tombent. Et donc, on n'a pas envie de perdre les signaux qui sont arrivés jusqu'à présent. Et donc, la technologie Kafka nous permet de conserver les signaux jusqu'à ce que notre système redémarre et puisse les traiter. La deuxième partie, et en plus Kafka, c'est open source, et puis il y a un écosystème très riche, donc c'est très bien. La deuxième partie, c'est la partie processing. Donc, je vous ai dit juste avant que ce qu'on essayait de faire, c'était d'opérer des agrégations le plus tôt possible dans la chaîne, donc notamment des agrégations temporelles, parce qu'un certain nombre de services qui se basent sur nos données ont besoin de séries temporelles, par exemple horaires. Pour vous donner un exemple, au-delà du service pur de données météorologiques, on fournit également des services qui sont liés à l'agronomie. Donc, par exemple, un agriculteur ou une agricultrice peut brancher sur ces données de station des modèles de croissance de maladies, de croissance des plantes, des besoins d'irrigation, enfin tous les modèles possibles et imaginables d'aide à la décision au niveau agronomique. Et tous ces modèles ont besoin de données horaires. Et donc, on a besoin de faire des agrégations le plus tôt possible pour pouvoir les mettre ensuite, les stocker et les fournir au reste de l'application. On a aussi besoin de faire des filtres parce que de temps en temps, les stations ne fonctionnent pas très bien. Donc, on va récupérer de la température à 150 degrés. Bon, le réchauffement climatique est là, mais enfin quand même 150 degrés, il ne faut pas abuser. Et donc, on a besoin de faire des filtres aussi au niveau de la partie traitement des données. Donc nous, on s'est tourné vers une technologie qui s'appelle Flink, qui est un système en Scala qui fait du stream, donc en fait qui va faire les agrégations à la volée. Et puis, un des éléments, comme je vous l'ai dit, les trames étant très petites et pour très peu d'informations, comme on a besoin d'enrichir les données au fur et à mesure, on a besoin de garder en mémoire un certain nombre de données sur ces différentes stations. Et notamment, par exemple, on a besoin de savoir quelles étaient les coordonnées GPS de la station qui a émise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait aussi de l'agrégation spatiale. Donc, quand on reçoit un signal, il faut savoir à quelle coordonnées correspond ce signal et puis l'affecter à la bonne tuile dans laquelle on va faire l'agrégation spatiale. Donc, Flink a le bon goût de faire cette gestion de l'état, à la fois temporel et spatial. C'est un système qui passe très bien à l'échelle. Donc nous, ça nous permettait de résoudre la plupart de nos problématiques en termes de processing des données.
Donc une fois que, les opérations d'agrégation et de filtre sont effectuées, de nouveau on va aller mettre le tout dans des topics Kafka. Donc encore une fois pour séparer la partie en aval de la partie processing. Et Kafka va être, par l'intermédiaire d'un outil qui s'appelle Connect, va être responsable d'aller mettre toutes les données dont on a besoin dans des bases SQL Postgre, avec une stratégie qui est at least once. Donc en gros, il y aura au moins une mesure ou une agrégation qui est opérée, et si ensuite on rejoue le système, si on rejoue le processing, alors à ce moment-là, on va faire de l'upserve, donc on va ramener les nouvelles données pour le même timestamp. Un élément que j'ai oublié, bien entendu, sur la partie processing, je vous avais dit qu'il faut qu'on soit capable, quand on fait des erreurs, par exemple comme le bug que je vous avais présenté, de faire à la fois du reprocessing ou de faire du live. Et donc en fait, Flink a le bon goût de pouvoir à la fois gérer du stream et du batch avec le même code. Donc on n'a qu'un seul code, et en fonction de nos besoins, on peut basculer entre stream et batch pour soit récupérer les données directement, traiter les données directement, ou alors faire de la donnée historique. Donc je reviens, hop, typiquement, hein, comme les trams, ma présentation est dans le désordre, donc je reviens sur la partie Kafka. Donc Kafka va aller insérer dans une base Postgre, et une des spécificités qu'on a, on va dire plutôt une optimisation qu'on a fait sur la base Postgre, c'est qu'on a donc pas mal de données, et la plupart des données sont des requêtes avec des périodes temporelles spécifiques. Donc on va fournir de la série temporelle sur une certaine période. Et donc ce qu'on a choisi de faire, c'est aussi de partitionner les tables Postgre. Par exemple, pour l'horaire, on les partitionne par semaine, ce qui permet de rendre les requêtes beaucoup plus rapides lorsqu'on a besoin d'accéder aux données agrégées. Voilà. Je vais passer à la partie analysée. Oups, pardon. Bon, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait en termes d'analyse? Un des éléments, une des thématiques qui rentre dans les compétences de l'équipe en termes d'analyse et data science, c'est de détecter des problèmes sur les stations. Alors, ça peut être des choses du style la station s'est bouchée en partie, donc en fait, on ne mesure pas la bonne quantité de pluie, par exemple. Donc, on va le faire en faisant des comparaisons avec les voisins. Ça peut être, alors c'est pas forcément un problème, mais ça peut être que l'agriculteur ou l'agricultrice en fait a décidé de rentrer sa station dans une serre. Donc elle mesure systématiquement 25 degrés. Et sachant que nous, on fait par exemple des moyennes ou des statistiques sur une tuile, on n'a pas forcément envie de rentrer du 25 degrés lorsque c'est en plein hiver. Donc en fonction de ce qu'on veut produire, on souhaite exclure un certain nombre de mesures qui ne sont pas adaptées à la problématique à laquelle on veut répondre. Ensuite, on essaie de faire de l'analyse de performance des modèles météorologiques tiers. Alors, je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent. Donc, nous, on se focalise sur de la mesure brute, mais on fournit également, par l'intermédiaire d'un partenaire qui s'appelle MétéoBlue, de la prévision météorologique. Ouais, voilà, je vais revenir là-dessus. On cherche aussi à potentiellement essayer d'interpoler entre les mesures. Donc, si on a, donc on vous a dit, on a 35 000 stations, c'est un réseau assez dense, mais néanmoins, on pourrait avoir, enfin même on a, des agriculteurs ou agricultrices qui voudraient avoir des mesures, entre guillemets, entre les stations. Donc, est-ce qu'on serait capable d'interpoler de manière intelligente pour obtenir une couverture spatiale beaucoup plus complète des données météorologiques? Donc, ça, c'est une des questions qu'on se pose actuellement. C'est mon ami Aurélien qui est là, qui est un membre de l'équipe qui travaille à ces questions. Et puis, on peut aussi se poser la question de créer des modèles prévisionnels directement basés sur les mesures de station et non plus sur des modèles numériques comme c'est le cas jusqu'à présent. Alors, je vais me focaliser sur une seule de ces thématiques, qui est l'analyse de la performance des modèles météo. Donc, avec le partenariat qu'on a avec MétéoBlue, en fait, on récupère 24 modèles météorologiques prévisionnels
donc 2 fois par jour, sur 35 000 localisations géographiques. Donc c'était les petits points que vous avez vus. Donc ces 35 000 localisations géographiques, elles correspondent à nos stations. Ça représente un volume de 7 milliards de points par semaine. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut faire de ça? En fait, on veut fournir l'information la plus utile possible en fonction du cas d'usage de nos clients. Alors, on a beaucoup parlé d'IA aujourd'hui. Derrière l'IA, il y a de l'optimisation. Et l'optimisation, il y a une fonction de coût, une fonction qu'on veut optimiser. Et il se trouve que, en fait, il n'y a pas une seule fonction qu'on souhaite optimiser pour de la prévision météorologique. Par exemple, en ce moment, il fait très chaud. Si donc les bourgeons ont commencé à sortir, c'est la pire période dans le Bordelais. Les agriculteurs et les agricultrices flippent parce que s'il se met à geler, ils perdent intégralement leur récolte. Donc eux ou elles, ceux qui sont intéressés à récupérer comme information, c'est est-ce que potentiellement il va geler dans les 6-12 prochaines heures. Donc ça, c'est une possibilité, un moyen d'optimiser. Et il y a un certain nombre de modèles qui vont être très bons pour prédire le gel à court terme. Mais par exemple, en été, les céréaliers qui ont besoin d'aller couper le blé vont avoir besoin de louer du matériel. Cette location, il faut le faire le plus tôt possible, une semaine, 14 jours avant, pour avoir des prix raisonnables. Mais ça, c'est possible de le faire uniquement s'il ne pleut pas dans 7 ou dans 14 jours. Donc là, on est plutôt intéressé sur des modèles prévisionnels qui sont très bons dans la prévision de pluie à beaucoup plus long terme. Et il se trouve qu'il n'y a aucun modèle qui soit très bon dans l'un et dans l'autre des problématiques. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est en fait de comparer les différents modèles qui nous sont fournis par notre fournisseur, comparer aux mesures que nous on a, et de dire, écoutez, si vous êtes plutôt côté j'ai besoin de savoir s'il y a du gel dans 6 heures, alors ce modèle-là, il est plutôt performant, utilisons celui-là, on va vous fournir celui-là pour la partie gel. Et puis de la même manière, si c'est du long terme et de la prévision de pluie, un modèle global de je ne sais pas qui vous donne de bonnes prédictions. Et donc ça, on le fait au niveau de la station. Donc la personne va potentiellement recevoir une recommandation liée aux mesures de sa station. Donc c'est en ça que c'est ultra local. Alors donc là, je vous ai expliqué la problématique. Donc comment on a mis ça en musique? Ça c'était donc l'architecture qu'on a mis en musique jusqu'à présent. Et donc on vient brancher dessus un certain nombre d'éléments supplémentaires. Donc le premier, c'est que il faut qu'on récupère les prévisions météo de notre partenaire. Donc c'est un job Airflow pour ceux qui connaissent. Airflow, Florian, je crois qu'il en a parlé ce matin. C'est un outil Python qui permet de faire du scheduling. Donc on fait des appels à l'API de notre partenaire et on remet tout ça dans Kafka et ça repasse dans la boucle. Et je vous ai dit, on a à peu près 7 milliards de points par semaine. Donc si on veut faire de la comparaison et d'analyser la performance du modèle, notamment le plus pénalisant qui est la pluie, on est obligé de faire des agrégations sur des très longues périodes temporelles. Et donc en fait, le volume de données est beaucoup trop large pour les outils classiques des data scientists et les librairies telles que Pandas ou même Polars. Et donc on s'est tourné vers Spark, donc vers du calcul distribué, que nous on va chercher chez Databricks. Et donc on a des pipelines qui utilisent Kedro. Donc vous avez eu un très bon exposé ce matin de Florian sur Kedro. Alors pourquoi nous on a choisi Kedro? D'une part parce que je viens de chez Fieldbox, que j'ai utilisé Kedro et que j'adore ça. Et qu'en fait c'est surtout que ça donne, en tout cas du point de vue plus manager que je suis, ça donne une structure et une facilité d'appréhension lorsqu'on est un nouvel arrivant qu'on n'a pas forcément dans d'autres systèmes qui n'ont pas de cette structure rigide. Donc en plus des pipelines Kedro pour faire de l'analyse des prévisions météorologiques, on construit aussi des modèles de détection d'anomalies, des modèles qui utilisent le framework TensorFlow. Et la différence, c'est que le modèle TensorFlow, lui, est intégré directement dans Flink. Alors, pourquoi on essaie de faire de la détection d'anomalies au plus tôt? Parce qu'on n'a pas envie d'intégrer des données
merdiques dans des agrégations temporelles ou spatiales. Voilà. Je suis déjà à 19 minutes, c'est pas mal. Alors, je vais faire la dernière partie qui est servir. Servir. Donc, on a récupéré des données, de prévision, on a fait de l'analyse, on a mis tout ça dans des bases de données. Bon, maintenant, il faut le servir au reste de l'application. Et donc, il faut le faire en un temps raisonnable. J'expliquerai ce que je veux dire par là. En étant résilient face aux aléas de nos fournisseurs, donc ça, je vais pas l'aborder, c'est juste que comme on fait appel à une tierce partie pour récupérer nos prévisions, bah, de temps en temps, elles se font DDoS, et puis on ne peut plus récupérer nos données. Donc, on a eu des petites frayeurs de temps en temps où notre application se mettait à tomber parce que notre fournisseur tombait avant nous. Et puis, le dernier point, je l'aborderai tout à la fin, c'est en s'adaptant à la journée de nos clients, sans que ça nous coûte un bras. C'est une petite entreprise, hein, Sencrop, on est 90, on n'a pas un très gros budget. On n'a pas, c'est pas open bar en termes de finances vis-à-vis d'AWS. Donc, je vous expliquerai en quoi on a fait des optimisations d'infrastructures pour limiter les coûts. Alors, un des trucs qu'il faut retenir, c'est que comme on fait beaucoup d'agrégations en amont, en fait, on a très peu de calculs à faire au niveau lorsqu'on veut fournir les données. Pas besoin de faire d'agrégation temporelle, pas besoin de faire d'agrégation spatiale. Donc, en fait, on a beaucoup d'interactions avec les bases de données, mais très peu de calculs. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, comme on fait toutes les opérations de calcul en amont, pour ceux qui sont un peu familiers avec les API, dans la plupart des API web, on a un système qui s'appelle, un framework qui s'appelle CRUD, où on fait de la création, de la lecture, de la mise à jour et de la suppression. Comme nous, on fait ni création, ni mise à jour, ni suppression, ben on fait que de la lecture, voilà. Et qu'est-ce que potentiellement ça implique en termes de choix des technologies sous-jacentes? C'est qu'en fait, on n'a pas besoin de tous les outils en termes de gestion des bases de données qui pourraient venir de frameworks tels que Django, si vous êtes familier avec Django en Python. Et là, je vais rajouter encore ma casquette manager. C'est que, en fait, on est une équipe au départ de data engineering ou de data scientist. Donc la conception d'API, c'est pas notre cœur de métier au départ, même si on est devenu, si mes collègues sont devenus plutôt bons là-dedans. Et donc on n'avait pas forcément envie d'aller apprendre un nouveau langage et pour aller concevoir notre API. Et donc ça veut dire piocher dans les langages connus de l'équipe. Donc si on combine tout ça, eh ben, on se retrouve avec une brique supplémentaire qui s'appelle FastAPI. Donc peut-être certains d'entre vous connaissent. Alors pourquoi FastAPI? Parce qu'en fait, ça remplit à peu près toutes les conditions que j'avais. Beaucoup d'IO, peu de calcul, ça veut dire qu'on fait du calcul asynchrone. Et donc FastAPI est construit là-dessus. On fait que de la lecture et mes collègues ils sont très bons en SQL, donc on n'a pas besoin d'ORM, donc on ne va pas passer par Django. Et puis c'est du Python, donc ils le connaissaient déjà. Voilà, et donc ça marche très bien. Alors, mon dernier point, c'est, je vous ai dit qu'il fallait s'adapter à nos clients. Donc nos clients, c'est agriculteurs, agricultrices. Ils se lèvent le matin vers 6 heures, voire même avant. Et la première chose qu'ils font, comme mon collègue ici présent, c'est aller regarder les prévisions météorologiques. Ok ? Oups, pardon. Oups, pardon. Eh ben, dis donc. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'en termes de trafic vers notre API, c'est très variable en fonction de la journée. Donc, on a des gros pics le matin vers 7h jusqu'à à peu près 7h30, 8h. Donc, quand je dis gros pics, c'est on peut potentiellement multiplier le trafic par 10. Puis après, c'est à peu près stable pendant le reste de la journée. Et puis, il ne se passe plus rien la nuit. Donc, si on regarde un truc comme ça, et qu'on voulait mettre qu'un certain nombre d'instances ou de machines, eh ben on serait obligé de grosso modo le dimensionner pour le pic, et là ça nous coûterait vraiment un bras. Donc en plus de ça, là je vous montre, je crois que c'est février que j'ai mis, ouais c'est février, c'est pas une surprise, hein. En hiver il se passe rien, il n'y a pas d'agriculture. Par contre là on est en train de démarrer la saison. Le pic d'activité c'est de maintenant jusqu'à août. Et donc, en fait, on a aussi une très, très forte variabilité au cours de l'année. Donc, on n'a pas du tout envie de payer toute l'année un nombre d'instances incalculable pour juste un pic à 7 h du matin
en mai. Voilà. Et donc, comment on a géré ça? En fait, nous, on travaille avec AWS et en fait, on a un système d'instances et de bases de données dynamiques. Donc, en fonction du trafic qu'on a sur l'API, le système va automatiquement démarrer de nouvelles instances pour être capable de répondre à la demande. Et puis, quand il n'y a plus personne parce qu'ils sont partis dans les champs pour aller faire leurs activités, eh ben, le nombre d'instances baisse et on ne les paie plus. Les instances, hein, j'entends. Et puis, on a la même chose sur les bases de données, parce que comme on fait beaucoup d'appels, beaucoup d'IO sur les bases de données, ça nous est arrivé aussi que les bases ne puissent pas suivre l'activité. Et donc, on a aussi un système de base élastique pour gérer tout ça. Voilà. Ouais, donc, vous avez une image si ça vous intéresse. Et je vous remercie de votre attention. Et surtout, je remercie mon équipe que vous avez en photo ici. Voilà. Et je suis ouvert aux questions si vous en avez. Oui, je vais répéter la question. Ouais, ça avait été testé. Ah oui, pardon. Donc la question, c'est on fait du partitionnement temporel sur nos bases de données et il y a un plugin sur Postgre qui s'appelle TimescaleDB qui fait des choses similaires. Et nous, ça ne nous était pas nécessaire. Enfin, ça avait été testé pour d'autres usages. Ça a été abandonné. Et en fait, le partitionnement, il est très simple. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, on crée les partitions en amont chaque semaine. Et puis l'avantage, c'est que je n'ai pas expliqué pour ceux qui sont moins familiers du truc, en fait les requêtes SQL ont la même tête, mais en fait elles sont optimisées grâce au partitionnement temporel. Voilà. Donc oui, ça avait été testé, mais on n'en a pas eu besoin. Et il n'y a pas d'opération de type agrégation et autres, hein, c'est ça surtout. Ouais. Alors, on en a peut-être, mais c'est pas du tout pénalisant pour nos activités. Ouais. Ah oui, pardon, j'ai pas répété, excusez-moi. Ouais. Donc la question, c'était en intégrant un modèle de détection d'anomalies au niveau du stream, est-ce qu'on perd en termes de performance sur le débit de données? Et la réponse, c'est qu'on n'a rien vu de pénalisant en termes de traitement des données pour l'instant. Je suis pas un bon élève, hein, j'oublie tout le temps. Alors, là actuellement, ouais, donc la volumétrie, quel est le maximum de volumétrie qu'on peut gérer? Alors, j'ai envie de répondre, bah, il n'y en a pas, ça dépend que de l'argent qu'on a envie de mettre, parce qu'en fait, comme ça scale horizontalement, bah, en fait, on peut mettre autant de clusters qu'on veut et on peut gérer à peu près tout ça. Actuellement, là, avec le nombre de stations qu'on a en données brutes de mesure, on est à 10 millions de points par jour. Mais en fait, vient se greffer aussi dessus tous les trucs qu'on rajoute du style les forecasts ou d'autres sources. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que au-delà des partenaires de prévision météorologique, on va aussi chercher maintenant des sources de données externes comme les stations Météo France, les stations DWD en Allemagne, enfin, du radar, des choses comme ça, qui viennent aussi passer dans notre système. Alors, donc la question c'est, on fait de la détection d'anomalies, est-ce qu'on peut en déduire la qualité du réseau liée au temps qu'il fait? C'est ça? Ok. Alors, c'est
c'est pas trop de notre ressort. Sigfox, c'est plutôt un outil pour nous. Par contre, en fait, les trames, donc les signaux qui nous sont envoyés, eux contiennent l'information de la qualité du réseau. Voilà. Mais on n'a jamais fait d'études pour Sigfox pour leur dire vos trucs ne marchent pas quand il pleut, quoi. Voilà. Alors, je vais répéter la question. Est-ce que quand on fournit des données à un client, est-ce que les données d'autres clients peuvent fournir de l'information enfin, voilà. Alors, en fait, c'est un peu un argument de vente, dans le sens où on peut tirer beaucoup plus d'informations d'un réseau que d'une station unique. Donc, il y a déjà un impact direct, c'est qu'on fait de la spatialisation. Donc, à partir de notre réseau, on reconstruit potentiellement des données qui sont statistiques sur une certaine partie du territoire. Et donc, si par exemple, admettons, une station ne fonctionne plus, en fait, on est capable de fournir ce qu'on appelle de la station virtuelle. Donc, en fait, de la donnée qui est calculée à partir des stations qui sont aux alentours pour pouvoir fournir une série temporelle qui est continue et qui est nécessaire pour des outils comme les outils d'aide à la décision. Donc il y a déjà cet effet de réseau, donc on utilise les stations qui sont autour. Nos clients ne sont pas seulement des clients, on va dire, uniques, ça peut être aussi toutes les personnes qui travaillent en termes les techniciens agronomes, donc qui, eux, ont besoin d'avoir une vue sur un ensemble de stations. Donc en fait, implicitement, c'est déjà, ça fait participer tout le réseau. Et les chambres d'agriculture de la même manière. Donc par exemple, on a des techniciens qui regardent à partir de nos données la propagation sur le territoire de certaines maladies et qui peuvent prévenir en amont les agriculteurs et agricultrices qui pourraient être touchés et prendre des mesures. J'ai pas entendu la deuxième partie. Oui. Alors la question, c'est la politique de conservation des données. Donc, en fait, ça dépend d'où on parle. Donc, par exemple, en fait, on conserve toutes nos données. Donc, à divers endroits. Donc, toutes les données qui sont un peu, on va dire, froides, donc de très anciennes données, de trams quand on a démarré 2016 et des trucs comme ça, jusqu'à, en fait, sur les trams bruts, on garde jusqu'à 1 mois. Tout le reste est stocké dans du stockage froid, dans des delta tables en parquet, côté Databricks maintenant. Ensuite, on conserve toutes les données agrégées aussi dans Databricks, mais également dans Postgre pour, elles, pouvoir être servies de manière pertinente. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ok, super. Ah, pardon, alors ça, j'ai pas entendu cette question-là, redites-moi. Ah, ça, c'est une question business, je peux pas répondre à cette question, je sais pas. C'est pas prévu pour l'instant, je pense.